En Conseil des ministres du mercredi dernier, il a été décidé que tout changement de domicile doit être auprès des autorités communales de l'ancien et du nouveau lieu de résidence. Vous suivrez dans ce journal la synthèse sur le point de presse du gestionnaire mandataire. Le Bénin poursuit sa marche vers l'autonomie énergétique après la centrale thermique de Maria Gleta II. Le pays dispose désormais de sa première grande centrale solaire photovoltaïque de 25 MW. Celle-ci réalisée à Iloloufé dans la commune de Pobé, département du Plateau, grâce au projet Defisol, a été mise en service. L'attaquant sénégalais Sadio Mané, transféré le mois dernier au Bayern Munich, a été sacré jeudi meilleur joueur de football africain 2022 lors de la cérémonie organisée à Rabat au Maroc. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal du 13h. La première centrale solaire photovoltaïque du Bénin est officiellement mise en service ce mardi à Iloloufé dans la commune de Pobé. Ce joyau financé par l'Agence française de développement, l'Union européenne et avec une contribution du gouvernement du président Patrice Talon est de 25 MW et permettra de fournir de l'électricité à 40 000 ménages, soit plus de 2 millions de personnes. La cérémonie d'inauguration a connu la présence de plusieurs autorités, dont le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Rousseau. Voici qui met officiellement en service la centrale solaire photovoltaïque d'Iloloufé, la première du Bénin, d'une capacité de production de 25 MW, extensible à 50 MW. Le joyau permet à 40 000 foyers de bénéficier de l'énergie électrique. Ce projet vient donner une visibilité à la commune de Pobé. Pour moi, un immense plaisir d'être témoin de cet événement historique qui fait de Pobé la source à partir de laquelle plusieurs communautés du Bénin et d'ailleurs retrouvent la lumière. Et Pobé, avec l'ensemble de son conseil communal et sa population, me charge de transmettre ces mots de remerciement au ministre de l'Énergie et par lui, le président Patrice Athanas Guillaume Talon, pour leur vision ordonnée et dynamique du développement de notre cher pays. Situé sur un site de 25 hectares, le chantier est réalisé dans le cadre du projet de construction d'une centrale solaire de 25 MW et de modernisation du système d'information de la Société béninoise d'énergie électrique, Defisol, financé par l'Agence française de développement, l'Union européenne et avec une contribution du gouvernement du président Patrice Talon. L'inauguration que nous célébrons aujourd'hui est un jalon important dans la production et la distribution d'une électricité propre, durable et moderne pour tous les Béninois, illustrant l'engagement fort du gouvernement béninois à améliorer l'accès à l'énergie, à lutter contre le changement climatique et à créer des emplois au niveau local. Et dans une approche équipe Europe et ensemble avec l'AFD, l'Union européenne est fière d'être aux côtés du Bénin pour l'accompagner dans ses ambitions. Ainsi, après l'inauguration en août 2019 de la première vraie centrale thermique de 127 MW de Maria Gleta I, aujourd'hui, 3 ans après, nous voici encore pour l'inauguration d'un nouveau bijou pour le Bénin, pour le développement socio-économique de notre pays. Cet événement restera durablement gravé dans nos mémoires, dans l'histoire de notre pays, comme l'une des réalisations majeures du programme d'action du gouvernement. L'événement de ce jour prouve encore une fois que les choix effectués par le gouvernement depuis avril 2016 étaient des choix justes et responsables au regard des enjeux de développement socio-économique de notre pays. D'un coût global de 39,7 milliards de francs CFA, la centrale est constituée de 47 212 modules avec 113 onduleurs de dernière génération
6 postes de transformation, une conduite automatique de la centrale assistée par ordinateur, des systèmes de surveillance et de sécurité anti-intrusion de dernière génération, 2 lignes d'évacuation en 20 kV de 25 kW chacune sur 3 km de la centrale solaire au poste de la CEB à Onigbolo. Dissolution du centre de promotion et de l'artisanat CPA de Cotonou. C'est par décret en date du 15 juin 2022 que le gouvernement a pris cette décision. Un liquidateur est déjà nommé pour mener les opérations de liquidation de la structure. Mais comment les artisans de ce centre accueillent l'annonce de cette dissolution? Une équipe de la rédaction s'est rendue sur place. Reportage. La dissolution du centre de promotion de l'artisanat fait suite à l'annonce il y a quelques mois de la prise en compte du domaine qui abrite la structure pour le projet UNAFRICA. Sur les lieux, la décision du gouvernement est diversement appréciée par les artisans. D'abord, ça ne nous surprend pas parce que cela a été évoqué et révélé déjà dans le PAG2 du gouvernement. Il a été prévu la disparition totale du CPA du rôle des arts, de l'UNAFRICA et du ministère de la Jeunesse, de l'Énergie et du Sport. Tout se condenser ensemble là, ça fera un complexe qu'on va appeler désormais UNAFRICA. À mon avis, c'est un grand projet. Si le CPA a été dissous, c'est peut-être qu'il y a des dysfonctionnements ou le dynamisme que le chef de l'État voudrait pour ce centre, il ne le trouve pas et qu'il voulait encore faire de mieux. C'est pour cette raison-là que le chef de l'État a peut-être dissoudre l'administration du CPA et tous ses contenus. Bien que la nouvelle soit accueillie bon gré mal gré, les artisans se réjouissent tout de même du fait que des dispositions sont prises en amont pour permettre la continuité de leurs activités. On salue le président avec ses groupes. Il a bien fait qu'il ne nous a pas chassés. Il nous déplace ici pour amener à quelque part. Déjà, c'est quelque chose de bien. Vous voyez ce qu'il veut dire, non? Il peut dire que, bon, écoutez, hey, je veux ma place, il faut quitter. Oh. Il n'a pas fait ça. Avant de dissoudre le CPA, nous, les acteurs qui interviennent dans le domaine, le gouvernement a déjà prévu quelque chose pour vous, pour nous. Et si vous avez l'habitude de longer la clôture du Kangezo, c'est-à-dire en face du bout de travail au niveau des rails, il y a des choses qui sont en train d'être construites pour nous les artisans. Donc pour nous, en réalité, le CPA n'a pas été dissolu, mais ça a été fondu. Parce que désormais, ça va exister dans l'UNAFRICA. Maintenant, les artisans seront relogés dans quelques semaines sur ce site en aménagement afin que démarrent les travaux du projet UNAFRICA. Ce projet, tel que prévu par le gouvernement, comprendra un pôle sportif, une galerie d'art et une galerie commerciale. Au Bénin, c'est désormais obligatoire de signaler à la mairie tout changement de résidence principale. Ceci dans un délai de 8 jours. C'est l'une des exigences de la mesure de mise en œuvre des registres communaux des personnes physiques adoptée par le Conseil des ministres de ce mercredi 20 juillet 2022. Impression et analyse d'un observateur de la vie politique dans cet élément de Romaric Toussaint et Pierre Akabo. Plus de déménagements fantaisistes au Bénin. Le gouvernement recadre désormais la mobilité des résidents. D'après le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 20 juillet 2022, tout changement de résidence principale doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la mairie de la commune du nouveau domicile. Un Béninois ou un résident au Bénin qui passe la nuit à Calavi pendant une semaine, il loue là-bas pendant un mois, et puis après, bon, lorsqu'il commet des actes, il va commettre là, avant que ça ne pète, il a le temps d'aller s'installer à Kpakpa. Il n'a pas laissé de traces. Il est irrépérable, il est introuvable, il disparaît dans la nature comme ça. Donc je pense qu'avec cette loi-là, les CQ, les CV, les maires doivent veiller à ce que désormais tout mouvement des citoyens soit suivi et connu par les autorités compétentes. Cette disposition, c'est une disposition qui éduque même, qui sensibilise, qui éduque et qui va redresser sans tambour ni trompette beaucoup de Béninois. Parce que quand tu es quelque part, et tu sais que tu ne peux pas disparaître du jour au lendemain. Tu contrôles tes mouvements, tu contrôles tes activités, tu contrôles tes actions.
Bonne nouvelle également pour les propriétaires de maisons en location. Ils seront désormais rassurés et mis en confiance par rapport au respect du contrat qui les lie aux locataires. Ce que moi je vois tout de suite là et qui m'enchante dans cette décision, c'est que ça permettra une traçabilité des locataires. Parce qu'aujourd'hui, la loi sur le bail a laissé une porte grandement ouverte aux locataires mal intentionnés qui peuvent devoir des mois de location à un propriétaire B. Ils s'arrangent dans la nuit pour déménager à une destination inconnue. À ce point même, je vais faire appel aux députés. Il faudrait qu'ils en fassent une loi pour que quelqu'un qui enfreint à cette disposition que soit considéré comme un délit et qu'il soit poursuivi. Si la personne doit déménager et qu'il sait qu'il a l'obligation d'aller signaler à la mairie sa nouvelle destination avec des précisions sur son adresse, je pense qu'il ne va pas chercher à avoir des démêlés avec l'ancien propriétaire avant de partir. Parce que c'est que là où il va se retrouver, le propriétaire peut le repérer facilement. Selon le compte-rendu de ce conseil, cette déclaration est obligatoire, même s'il n'y a pas de changement de commune. Autre précision, comme les nationaux, les ressortissants étrangers sont également concernés par la réforme. Et parlant toujours de cette décision prise en Conseil des ministres, ce jeudi 21 juillet 2022, le gestionnaire mandataire a donné un point de presse pour éclairer l'opinion publique sur le déroulement de cette opération. On fait la synthèse avec Kenneth Eganwi et Mathieu Soso. 2 décrets présidentiels ont meublé ce point de presse du gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedi. Le premier concerne les modalités pratiques et opérationnelles de reconstitution des actes d'état civil. Désormais, lorsqu'une personne née au Bénin et qui avait déjà été enregistrée à l'état civil au Bénin se présentera pour obtenir copie de son acte de naissance ou de son acte de mariage, ou s'il s'agit des parents, de l'acte de décès de leur auteur ou parent, cet acte sera obligatoirement un acte sous format sécurisé comme ce que nous sommes en train de faire maintenant. Mieux, il est précisé sur l'acte de format nouveau qu'il s'agit d'un acte reconstitué en vertu de la loi. En plus de cela, l'acte portera la mention de l'officier de l'état civil qu'il avait enregistré à l'époque et portera la mention du déclarant telle que cette mention figurait sur l'acte primitif. Et enfin, en bas ou en pied d'acte, en pied de page comme on le dit, il sera mentionné encore le nom de l'officier de l'état civil territorialement compétent actuellement qui certifie la reconstitution de l'acte. Le second décret évoqué est celui relatif à la mise en œuvre des registres communaux d'identification des personnes. C'est ce décret qui oblige désormais les citoyens à informer l'autorité communale de tout changement de domicile. Ici, dans le pêle-mêle, nous avions tous fait le RAVIP pour figurer au registre national des personnes physiques. Le traitement du registre national des personnes physiques conduit maintenant à extraire le registre communal au titre de chaque commune du pays par référence à la résidence déclarée par les uns et les autres pendant qu'ils ont fait le RAVIP. Mais des gens ont fait le RAVIP au moment où ils résidaient à Cotonou, par exemple, et aujourd'hui, ils sont à Malanville. D'autres étaient à Lokokoukoumé quelque part, et sont aujourd'hui à Aziza Lokoli. Il faut permettre à chaque personne figurant dans la base de données du registre national des personnes physiques et inscrit au titre de la commune de sa résidence, d'avoir accès à ces informations pour dire « Ah, c'est vrai, j'étais en résidence sur le territoire de telle commune, mais aujourd'hui, je ne suis plus là-bas. Je demande à l'ANIP
de prendre acte de ce que je ne suis plus là-bas, que je suis désormais dans telle commune. À en croire le gestionnaire mandataire, c'est à partir de cette déclaration de domicile que les attestations de résidence seront désormais délivrées. Le registre communal d'identification des personnes se veut donc un outil de rapprochement et sera effectif dès le 1er octobre prochain. Le 1er août 1960, le Bénin a accédé à son indépendance. Chaque année, cette victoire est célébrée à travers une grande cérémonie. À Cotonou, la fête s'annonce à grands pas déjà. La ville est décorée aux couleurs des drapeaux du pays. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou s'expriment sur les préparatifs de cette fête. Cotonou vibre déjà aux couleurs de la fête de l'indépendance. Tous impatients, les Béninois sont en attente pour la grande cérémonie de ce 1er août. Pour cette fête, certains ont des préférences et demandent l'aménagement d'autres villes à part celle de Cotonou pour accueillir cette cérémonie. Il faut notifier que ce 1er août 2022, le Bénin célèbre le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. Ce journal se poursuit avec la page inter et on démarre avec la Libye. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi, le pétrole libyen est au centre de toutes les convoitises. Des milices rivales et des puissances étrangères se bousculent pour le contrôle de l'une des plus vastes réserves pétrolières d'Afrique. La Libye a repris ses exportations de pétrole mercredi dernier, mettant fin à une interruption qui durait depuis des mois. Après 2 mois d'interruption, la Libye a repris ses exportations de pétrole mercredi. Cette reprise tant attendue intervient après que le pays a relancé la production dans les champs pétroliers suite à la nomination par décret d'un nouveau directeur de la compagnie pétrolière nationale par le gouvernement des Pays-Bas.
Selon la déclaration de la compagnie nationale de pétrole, elle a commencé hier à exporter et la première expédition était de 40 000 barils. Et aujourd'hui, elle a atteint 600 000 barils. Le processus est en constante augmentation. Les expéditions se font petit à petit et augmentent continuellement. La production pétrolière est depuis mi-avril l'otage des rivalités politiques entre le gouvernement Bachaga et Debeiba. Selon les autorités, les fermetures ont fait chuter de 2/3 la production quotidienne de pétrole de la Libye. Mardi, la production a repris dans plusieurs champs, dont celui de Charara, le plus grand du pays, a annoncé la compagnie pétrolière nationale. Et en RDC, le médecin congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Denis Mukwege a exprimé mercredi ses craintes sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, estimant que la diplomatie du président Félix Tshisekedi contribue à l'aggravation de l'instabilité. La diplomatie régionale du président de la RDC nous mène objectivement vers une prolongation et une aggravation de l'instabilité. Ce sont les mots du célèbre médecin Denis Mukwege. Le prix Nobel de la paix n'a pas hésité à faire part de ses craintes sur la situation sécuritaire dans l'est du pays où se trouve sa clinique et où plus d'une centaine de groupes armés sont actifs. Sa déclaration intervient après l'annonce du déploiement dans l'est congolais de soldats de l'EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le pays a rejoint en avril dernier cette organisation régionale à laquelle font partie notamment le Rwanda et l'Ouganda, deux pays à l'origine d'un regain de tension à l'est de la RDC selon Denis Mukwege. Avec la présence de soldats de la MONUSCO, la mission de paix de l'ONU en RDC, Denis Mukwege s'inquiète que cet ajout de militaires étrangers dans le pays ne soit contre-productif. Pour lui, réformer l'armée congolaise, mais aussi lutter contre l'impunité, seraient les seules solutions vers une stabilité durable de l'Est de la République démocratique du Congo. Et je l'avais annoncé en titre, ce jeudi 21 juillet, au Maroc a eu lieu la cérémonie des CAF Awards pour récompenser les meilleurs acteurs africains de l'année 2022. Pour la seconde fois d'affilée, après 2019, Sadio Mané élu meilleur joueur africain de l'année 2022. Il devance ainsi son ex-coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah, et son équipier en sélection, Edouard Mendy. Mané devient ainsi donc le deuxième Sénégalais de l'histoire à remporter cette récompense pour la deuxième fois de sa carrière. Sadio Mané sacré meilleur joueur africain de l'année. L'attaquant sénégalais transféré au Bayern Munich le mois dernier devient la première star de l'équipe à obtenir le prestigieux prix. Sadio Mané a été un élément clé de l'équipe du Sénégal qui a battu l'Égypte de Mohamed Salah en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021-2022 et en barrage de la Coupe du Monde 2022. Le match décisif pour le titre africain au Cameroun et l'éliminatoire du Qatar au Sénégal ont tous deux été remportés par les Lions de la Teranga après des tirs au but. Mané a marqué lors de chaque séance de tirs au but, tandis que l'issue de la finale a été décidée avant que Salah ne puisse tirer, et il a manqué de justesse lors du barrage. Les deux succès sénégalais ont fait de Sadio Mané le favori pour remporter un deuxième titre consécutif de joueur de l'année après celui de 2019, les deux éditions suivantes ayant été annulées en raison de la pandémie de coronavirus. Sadio Mané a reçu son prix lors de la cérémonie du Ballon d'Or africain organisée à Rabat, au Maroc. En France, malgré les incendies en Gironde, Emmanuel Macron s'accroche à sa feuille de route. Le chef de l'État est allé soutenir les pompiers qui font face depuis plusieurs jours à des feux très importants. Il a promis un chantier national pour replanter la forêt sans faire de nouvelles annonces en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu mercredi en Gironde, dans le sud-ouest du pays, pour constater les dégâts causés par les incendies qui ravagent la région depuis plus d'une semaine et féliciter les volontaires qui apportent leur aide. C'est une chance, les bénévoles. Mais moi, je leur ai dit, j'ai été très touché, qu'il y a beaucoup de jeunes. Les incendies et les vagues de chaleur successives qui frappent l'Europe posent aussi la question du changement climatique. Et comme d'autres dirigeants, Emmanuel Macron n'échappe pas aux accusations d'inaction. Par rapport à
l'urgence climatique, certains vous accusent de ne pas prendre assez de mesures ou de mesures assez importantes par rapport au niveau justement de l'urgence. Est-ce que la France va être un pays différent dans 5 ans, lors de la fin de votre deuxième mandat? D'abord, moi je suis, j'ai envie de dire, c'est la fonction et le métier. Il faut comprendre aussi les critiques. Sous mon premier mandat, on a été 2 fois plus vite dans la réduction des gaz à émission de CO2. 2 fois plus vite que ce que la France faisait. On va aller beaucoup plus vite et plus fort. Je disais, j'ai doublé l'effort ces 5 dernières années. On va encore le doubler dans le quinquennat qui vient. C'est ça mon objectif. Le président français s'est également engagé à reboiser la région et à reconstruire les infrastructures. En Gironde, c'est près de 36 000 personnes qui ont dû être évacuées. Certaines d'entre elles ont rejoint ce hall d'exposition transformé en centre d'accueil. Il y avait un grand soleil comme aujourd'hui, un super éclairage et en l'espace, je sais pas, de 30 minutes, tout s'est assombri en fait et il pleuvait des cendres et ça a été super bizarre. On serait cru à Pompéi quasiment, donc c'était assez curieux comme situation. Mais ce fait là, c'est cette heure d'évacuer, effectivement, j'ai pris l'essentiel. Et en 10 minutes, on a dû partir, on a dû quitter les lieux, ils nous ont donné 10 minutes environ. Donc on a pris ce qu'on pouvait en catastrophe, on est parti, voilà, des affaires pour se laver, quelques habits. J'ai voulu récupérer mon chat, mais j'ai pas pu l'attraper du coup. C'était très dur de venir. Si Alexis a eu la chance d'emmener son chien avec lui, il a dû passer son 11e anniversaire au refuge. Ça fait combien de jours que tu es ici, Alexis? Depuis jeudi dernier. Depuis jeudi dernier. Et ça va, ça se passe comment? Bien. Bien? Tu dois partager ta chambre avec ton grand frère, c'est... Ça te dérange pas? Pour que la génération d'Alexis ne soit pas confrontée à d'autres incendies et à des conditions climatiques encore plus extrêmes, les experts climatiques sont unanimes, il faut faire beaucoup plus. Ce volontaire estime que les autorités ont un rôle plus important à jouer. Déjà, nous, on donne le flash, on donne la lumière, on donne l'exemple. Ils ont les manettes qui conduisent. L'urgence climatique est plus que jamais d'actualité. Direction États-Unis, à présent paralysée au Congrès et limitée par la Cour suprême, Joe Biden a malgré tout tenté mercredi 20 juillet de relancer ses promesses climatiques en annonçant de nouvelles mesures réglementaires au moment où une vague de chaleur étouffe les États-Unis et plusieurs pays européens, parmi elles des fonds supplémentaires pour aider à protéger les régions confrontées à la chaleur extrême et des mesures pour stimuler la production d'énergie éolienne aux États-Unis. Un danger clair et immédiat. C'est ainsi que le président américain a qualifié le changement climatique. Alors que les États-Unis et une partie de l'Europe étouffent sous des chaleurs caniculaires, Joe Biden tente de réveiller les consciences et sauver ses ambitions climatiques. La santé de nos citoyens est littéralement en jeu. Les principaux climatologues internationaux de l'ONU qualifient le dernier rapport sur le climat de rien de moins que, je cite, « code rouge pour l'humanité ». Je répète, « code rouge pour l'humanité ». En visite dans l'État du Massachusetts sur le site d'une ancienne centrale à charbon en voie de reconversion vers l'énergie éolienne, le président démocrate annonce un plan d'investissement de 2,3 milliards de dollars. Le but, construire des infrastructures capables de résister aux conditions météorologiques extrêmes. La Maison-Blanche se dit déterminée à tenir ses engagements climatiques, mais elle est mise en difficulté par l'absence de majorité nette au Congrès et une Cour suprême farouchement conservatrice. Les États-Unis pourraient bien continuer à prendre du retard sur leur agenda climatique. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez-nous sur tous nos canaux digitaux, YouTube et Facebook. Bon après-midi à vous.